Bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que vous me recevez correctement. Oui, d'accord, très bien. Alors déjà, Ramadan Mubarak Karim, et j'espère que tout le monde va bien. Donc désolé pour la confusion du matin pour les gens qui se sont connectés à 10 heures. Alors, on va commencer ce cours normalement qui est intitulé les bases les bases de machine learning. Dans ce cours, bien sûr, nous allons essayer de voir, comme le nom l'indique, les éléments de base pour connaître ce que c'est exactement le machine learning. C'est pour cela j'ai essayé de mettre en place le plan suivant. Déjà, pour ce cours, nous allons essayer de le faire bien sûr avec Python, vu sa popularité dans ce domaine de machine learning et sa large utilisation. C'est pour cela nous allons déjà présenter Python, mais quels sont les éléments utiles pour le machine learning, c'est-à-dire comment utiliser Python pour le machine learning. Ensuite, rapidement, nous allons faire une introduction à machine learning. Et bien sûr, juste après, nous allons essayer de, bien sûr, de commencer des applications de machine learning, notamment avec des libraries, parce que pourquoi Python est populaire en machine learning? Parce que il met en place de, de nombreuses libraries pour finalement créer des modèles. Et bien sûr, le processus de création de modèles passe par un processus composé de plusieurs étapes. Donc chaque étape doit finir par des éléments et bien sûr, il faut maîtriser ces étapes-là pour pouvoir à la fois connaître comment créer des modèles, comment les utiliser et un ensemble de manipulations autour de machine learning. Donc c'est pour cela la première chose normalement que nous allons aborder en machine learning, c'est la régression linéaire. Donc la régression linéaire normalement c'est un modèle simple à apprendre et surtout à découvrir les éléments qui le composent, soit les parties mathématiques ou bien la partie euh, de machine learning euh, afin de montrer les étapes pour faire de la régression linéaire. Et bien sûr, nous allons le faire dans un premier temps avec Scalar. Pourquoi avec Scalar? Parce que nous allons utiliser tout simplement les libraries et ceci va bien sûr simplifier déjà la création du modèle, son entraînement, son utilisation pour faire des prédictions et aussi pour son évaluation. Parce qu'un modèle, normalement, on va le voir dans la suite. Il faut bien sûr qu'il fait des bonnes prédictions. C'est pour cela que nous sommes amenés à connaître à comment évaluer un modèle. Donc l'évaluation, bien sûr, jouera un- une étape clé dans le processus de machine learning. Donc ensuite, bien sûr, parce que ici, comme dans la troisième phase, normalement, comme indiqué, nous allons utiliser tout simplement sklearn. Et sklearn, normalement, c'est une boîte noire. C'est-à-dire, nous allons l'utiliser sans savoir qu'est-ce qu'il y a dedans exactement. Mais pour découvrir ce qu'il y a dedans, normalement, nous allons essayer de faire nous-mêmes des bouts de code qui sont capables de euh, créer, qui sont capables de créer un modèle, l'utiliser et surtout, d'accord, par la suite, comment l'évaluer. Donc, durant cette partie-là, bien sûr, pour dire que je vais réaliser un modèle sans libraries, il faut faire appel à des algorithmes. Et l'algorithme que nous allons utiliser et voir comment marche, c'est celui de gradient descent. Donc, nous allons essayer bien sûr de voir comment l'implémenter, quelles sont les étapes qui composent cet algorithme et comment bien sûr faire l'entraînement. Bien sûr, il y a la régression linéaire. Si nous allons bien sûr bien comprendre ce que c'est, soit en utilisant Scalar ou bien en utilisant la partie from scratch, c'est-à-dire son usage de libraries, à ce moment-là, on peut voir un autre type de problème.
parce qu'il y a la régression, il y a la classification. Et pour la classification, bien sûr, il y a de nombreuses techniques. Et parmi les techniques les plus simples, normalement, il y a la régression logistique. Pourquoi j'ai mis en place ce plan? Parce que la régression linéaire, déjà, elle est simple, et la régression logistique, elle utilise la régression linéaire pour faire la classification. Donc c'est pour cela ce plan, normalement, et c'est un bon plan pour les débutants en, en machine learning. Donc bien sûr, ensuite, nous allons voir aussi comment faire la régression logistique sans utilisation de scikit-learn, c'est-à-dire se baser uniquement sur du bout de code sans usage de libraries. Alors une fois comprendre tout ceci, à ce moment-là, nous allons faire une simple c'est-à-dire progression vers les réseaux de neurones. Et les réseaux de neurones, normalement, on peut les faire, bien sûr, avec des libraries, comme on peut les faire sans libraries, c'est-à-dire en utilisant uniquement des bouts de code pour construire un réseau de neurones. Et bien sûr, nous allons montrer que c'est très simple, parce que ici, nous allons faire des simples transformations qui vont être appliquées à ce que nous avons déjà fait par rapport à la régression linéaire pour faire un réseau de neurones. Et c'est-à-dire un réseau de neurones équivalent exactement à ce qui a été fait dans la régression linéaire. Et ceci, c'est un point très important, surtout pour comprendre ce que c'est exactement un réseau de neurones, notamment pour un réseau de neurones qui est composé d'un seul neurone. Alors ensuite, de même, nous allons voir quels sont les changements à effectuer sur notre bout de code pour que ce réseau de neurones puisse faire bien sûr, la même chose que la régression logistique. Donc ce plan-là constitue normalement les bases de machine learning. Alors c'est pour cela, dans un premier temps, nous allons commencer par la partie qui concerne le Python, mais ça suppose bien sûr que vous avez déjà vu un module en programmation avec Python. Donc je vais juste, c'est-à-dire faire passer les slides en montrant quels sont les éléments clés que nous devons connaître dans un premier temps, bien sûr, pour pouvoir créer des applications en machine learning. Alors, bien sûr, tous ces concepts, donc j'ai essayé de mettre en place les concepts nécessaires, bien sûr, à connaître au début pour pouvoir bien commencer le machine learning. Et bien sûr, autres concepts vont être vus euh, avec l'évolution de cours. Bien sûr, ici, normalement, le plan s'articule déjà, c'est quoi Python? Quels sont les outils utilisés pour écrire du code Python? Je suppose que ça, vous le savez déjà. Et surtout, normalement, parce que le machine learning, pour le faire, il faut savoir manipuler les data. Donc ici, il y a différents concepts qui s'intéressent à comment manipuler les données. Donc une fois dire des données, il y a plusieurs types de données. À savoir ici, normalement, il y a les types de base, les variables de base, les variables atomiques, si vous voulez dire. Et par la suite, il y a les tables, les listes, les tableaux. Donc surtout les listes et les tableaux, normalement, sont très utilisés en machine learning. Donc leurs manipulations sont nécessaires pour avancer correctement dans l'apprentissage de ce cours. Notamment comment initialiser un tableau, comment le parcourir, comment le diviser en deux parties, comment consulter une sous-partie dans notre tableau. Et les mêmes opérations, normalement, se voient nécessaires pour la manipulation des listes. D'accord. Ensuite, bien sûr, il faut aussi connaître ce que c'est les data frames et bien sûr comment faire le slicing, comment créer un data frame, comment générer des nombres aléatoires, comment, surtout pour les graphiques aussi, normalement c'est très important pour connaître bien sûr notre c'est-à-dire maîtriser ce que c'est exactement notre dataset. Parce que un machine learning, bien un problème machine learning commence par un dataset. S'il n'y a pas de dataset, il n'y a pas de machine learning, tout simplement. Et bien sûr, pour démarrer le machine learning, ou bien la création du modèle vers la fin, bien sûr, il faut savoir manipuler les datasets en général, et en particulier savoir manipuler les données par le biais
de la maîtrise des différentes opérations qui sont ici. Alors bien sûr, ce que c'est Python, normalement, vous pouvez par la suite tout simplement lire ça. Donc, par contre, ceci, normalement, c'est un simple programme plutôt, normalement, qui est, bien sûr, déjà, il faut avoir les compétences nécessaires pour interpréter un code Python. Donc, si nous allons le voir ici, normalement, il faut connaître que les deux premières instructions sont destinées pour importer les libraries nécessaires pour, par exemple, PyPlot ici, c'est pour des graphiques, d'accord? Et NumPy, normalement, c'est une librairie qui est destinée pour la manipulation des tableaux et bien sûr les fonctions qui manipulent ces tableaux. Par exemple, toutes les opérations, à savoir soit le produit, soit la division, soit le produit matriciel, soit le min, soit le max, soit la somme, soit la moyenne. Donc, toutes les opérations mathématiques sur les tableaux et leur manipulation. Et bien sûr, ceci normalement est obtenu par le biais déjà donc de ce bout de code, de cette ligne jusqu'à la fin. Donc, il permet de créer un graphique. Le X, normalement, ce n'est qu'un tableau. Vous voyez, donc, ce rand, normalement, il génère des nombres aléatoires, c'est-à-dire 10 nombres aléatoires. Et ici, normalement, il y a un bruit qui a été ajouté donc, par rapport à... Donc, on a utilisé ici un autre tableau, d'accord, qui indique le nombre de points. Ici, si vous avez constaté, cette variable n'existe pas. Donc, certainement, nombre de points égal à 10. D'accord, pour avoir c'est-à-dire une variable qui va juger le nombre de points en général. Ensuite, il y a un Y, bien sûr, qui utilise si vous voyez, ce sont de simples opérations, donc, qui utilisent des variables. Et bien sûr, à la fin, ce qui est important, nous aurons X et Y. Donc, une fois vous avez X, d'accord, qui varie entre 0 et 10, et vous avez Y qui varie entre 0 et 25. Donc, à ce moment-là, vous pouvez, ici, normalement, j'ai généré éventuellement 100 points, d'accord? Et par la suite, on peut bien sûr, ou bien on va prendre ce code et d'accord? Donc pour voir chaque partie, qu'est-ce qu'elle donne. Donc ça, c'est un, c'est un début on va essayer de faire un premier, un premier programme et le discuter bien sûr. Donc on va essayer de faire, bien sûr, ici, moi, j'utilise Anaconda. Alors je vais la mettre prog 1. Alors, il y a déjà prog 1, donc programme 1. Voilà, donc ça, c'est un bout de code. Donc, je vais montrer par la suite que normalement, les notebooks, ça, c'est un notebook en Anaconda, parce que j'utilise Anaconda, notamment Jupyter Notebook, pour la création du bout de code à la base cellulaire. C'est-à-dire, il y a des cellules. Dans chaque cellule, je peux écrire du bout de code. Par exemple, la première chose, une fois installé Anaconda, vous pouvez bien sûr tester et normalement vous pouvez exécuter ça soit à l'aide de run ou bien à l'aide de alt entrée. Donc alt entrée, ça va vous permettre d'exécuter le bout de code. Ensuite, bien sûr, cette cellule, normalement, son objectif est d'importer les libraries nécessaires. Donc bien sûr, soit je fais import directement ça, mais par la suite, pour pouvoir l'utiliser, je dois passer par PyPlot. D'accord. Mais pour ne pas utiliser toute cette instruction, tout ça, je peux la mettre dans un alias qui est PLT. C'est-à-dire dorénavant, au lieu d'utiliser tout ça, d'accord, je peux uniquement utiliser PLT, par exemple, pour le cas ici. Et la même chose, je peux faire ça, import numpy. Donc à la place d'utiliser numpy.random
et ainsi de suite, je peux tout simplement utiliser un P. Donc en général, ces utilisations euh, sont utilisées. Alors, bien sûr, j'ai exécuté ce bout de code, donc il est possible dorénavant d'utiliser PLT1 et 1. Ensuite, bien sûr, je peux créer, bien sûr, dans NumPy, il y a, il y a de nombreuses fonctions qui sont organisées dans des modules. C'est rand, c'est une fonction qui existe dans le module euh, random qui existe dans le module principal qui est NumPy. Donc ceci normalement va générer des nombres, d'accord? Donc si nous allons tout simplement, soit on va faire print x, d'accord? Dans le cas pour afficher le contenu, donc ce sont des variables aléatoires qui ont été générées à l'ordre de 10. Donc si je veux faire 100, bien sûr, je vais avoir 100 valeurs, d'accord, qui ont été générées. Et pourquoi ce fois 10? Parce que 100 fois 10, normalement, les nombres aléatoires sont générés entre 0 et 1, d'accord? Donc ici, vous voyez qu'il y a entre 0 et 1. Et moi, pour éviter finalement ceci, j'ai multiplié tout simplement par 10, d'accord? Pour avoir des valeurs comprises entre, bien sûr, entre 0 et 10. Voilà, donc avec ça, je peux garantir que je vais avoir des valeurs entre 0 et 10. Bien sûr, ici, dans le bout de code, normalement, j'avais mis un nombre de points, et ce nombre de points, normalement, il peut être une variable que je peux l'utiliser, d'accord, comme ça. Donc, je peux l'utiliser juste avant cette instruction en mettant égal à 100, d'accord. Et ici, bien sûr, je vais mettre le nombre de points. Alors, bien sûr, j'ai généré le nombre de points, et juste après, normalement, je peux, à la base de cette variable, je peux utiliser une autre, c'est-à-dire comme s'il y a une droite, d'accord, ax plus b. Donc si je vais avoir ax plus b, donc ici, ça donne une droite exacte. Donc le y normalement, il a la forme, regardez le y, je vais le créer ici, donc égal à ax plus b. Bien sûr, le a n'est pas défini. Non, bon, ça c'est pour pouvoir utiliser le a, il faut le définir. Donc, ici, il faut noter que en Python, normalement, en Python, on peut, c'est-à-dire, il n'y a pas, c'est pas une approche déclarative, mais il ne nous force pas à déclarer. Par contre, on peut déclarer les données. Mais ici, normalement, la déclaration se fait, c'est-à-dire le Python, il va la découvrir pendant l'initialisation. C'est-à-dire, ici, la première utilisation de A, c'est A égale à 2, d'accord? Donc ici, on affecte quoi? On affecte un entier. Donc automatiquement, Python, il va considérer le A comme étant un entier. Donc si vous allez voir ici, d'accord? Donc on va faire print A, tout ça, print type A. Print type A, ceci pour dire que le A c'est un int. Mais on peut bien sûr faire une autre déclaration. Par exemple, ici A égale à... Voilà. Ça, c'est une liste. D'accord? Donc, on a au début affecté un entier et juste après, on a affecté une liste. Donc, le Python, si on va imprimer le type ici, c'est-à-dire il va tenir en compte la dernière affectation qui est une liste. Donc, il va afficher ici une liste à la place de int. D'accord? Et ainsi de suite. Donc, bien sûr, ici, dans notre exemple, nous allons utiliser le A égale à 2 et le B égale à 5, par exemple. Ici, tous, nous avons normalement vu en mathématiques, soit dans euh, troisième année collège ou bien autre, ou bien dans le lycée, on connaît ce que c'est y égale à, par exemple, 2x, 2 fois x, plus b, plus 5. Ça donne lieu à une droite. Donc, nous allons essayer de voir ce que c'est exactement. Maintenant, nous avons généré y. Et le y, normalement, je vais générer 10 points dans un premier temps. Donc, le y, ici, le x, c'est un tableau. Le x, c'est un tableau.
Bon, donc, si on va imprimer ce, donc c'est un des arrays, c'est un tableau. Donc, vu le x, c'est un tableau, si on va mettre a fois x, qu'est-ce qu'il va faire? C'est-à-dire, si on va créer notre premier tableau, notre propre tableau, par exemple, je vais par exemple, mettre un p.array, array, array, et je lui passe une liste. D'accord? C'est comme ça qu'on crée un tableau. Donc, je peux mettre 2, 5, 7, 8, 13, par exemple. Ça, c'est un tableau. Donc, si je vais mettre t fois 2, t fois 2, c'est quoi le résultat de t fois 2? C'est un autre tableau. Mais ayons les éléments 4, 10, 14, 16, 26. D'accord? Donc, c'est exactement ça. Alors, si on va bien sûr mettre 2 fois x, c'est-à-dire tous les éléments aléatoires qui sont générés, d'accord, ici, tous les éléments aléatoires, par exemple, j'ai généré ici 10, donc ils seront multipliés par 2. Donc, ça va donner 2 fois x. Et par la suite, si je vais mettre plus, bien sûr, plus quelque chose, plus 5, c'est quoi le résultat? C'est ici 4 fois 2, c'est 8, plus 5, c'est 13. Ici, ça va donner 25. Ici, ça va donner 33. Ici, ça va donner 37. Ici, 57. D'accord? Donc, c'est comme ça. Pardon, attendez, qu'est-ce que j'ai? Donc, ici, 26. Non, ici, non. Ici, 26 plus 5, c'est 31. Parce que j'ai considéré déjà la multiplication. Donc, 13 fois 2 plus 5, c'est 31. 8 fois 2, c'est 16. Plus 5, c'est 21. Donc, c'est exactement ce résultat-là. Alors, bien sûr, pour le x, pour notre tableau x, je peux mettre y égale à a fois x plus b pour avoir un autre tableau. Et le résultat, c'est celui-là. Et bien sûr, ceci, si je vais tracer x, les couples x, y, c'est-à-dire ça avec ça donne un point. Ça avec ça donne un deuxième point. Et ainsi de suite. Donc, pour pouvoir tracer ces points-là, je peux bien sûr créer un graphique. D'accord? Ce graphique, ça se crée des... D'accord? Bien sûr, ça c'est optionnel. D'accord? Donc, je vais le mettre en, en commentaire. Et ici, normalement, c'est obligatoire. D'accord? Et je peux même dire ça, si vous voulez dire, plutôt c'est optionnel. Si je vais mettre une autre, je vais mettre tout simplement, alors je vais prendre tout ce code, je vais le mettre dans une cellule par la suite, entre parenthèses pour insérer une autre cellule. Après cette cellule, il faut cliquer ici et appuyer sur B pour donner lieu à une autre cellule. Voilà, donc moi j'ai besoin uniquement de cette partie-là. Alors j'ai généré le X et pour insérer une cellule avant, il faut mettre A. Cliquer et taper A. Et je vais supprimer une cellule par à la 2, 4. Alors, bien sûr, j'ai généré, d'accord? J'ai généré AX plus B et je ne vais pas ajouter le bruit dans un premier temps. Je ne vais pas ajouter le bruit. C'est-à-dire, j'ai uniquement AX plus B pour montrer qu'il s'agit exactement d'une droite. Donc, le couple, c'est-à-dire à la fois X, d'accord, et Y, qui est ici, ce point avec ce point, plus ce point, avec ce point, et ainsi de suite, ils vont former une droite, c'est-à-dire doivent être alignés. Alors, je vais mettre ça, je vais le supprimer, et je vais plotter tout simplement. Alors, je plotte. Vous voyez qu'il s'agit d'une droite, d'accord? Donc, ça, c'est pour le plot. Sinon, je peux utiliser le scatter. Scatter. D'accord. Vous voyez mes points, ils sont ici normalement. Chaque point, d'accord, est là et il donne lieu, j'ai 10 points.
et ils sont alignés. Pourquoi? Parce que le y est généré à partir de x en utilisant cette formule-là. Mais si jamais je vais ajouter à y un petit bruit, c'est-à-dire un petit bruit, la valeur ça va osciller dans cet axe. Donc l'axe ici de y, une fois généré pour un x, au lieu de, par exemple, supposons que j'ai l'axe des y, j'ai l'axe des x. Bien sûr, pour tracer un point, il faut à la fois x et il faut y pour pouvoir tracer un point, par exemple, pour celui-là. Alors, avant de le tracer, je dois désigner un x aléatoire. Par exemple, je vais prendre que ça, c'est 5, parce que ça se trouve entre 0 et 10. Donc 0 ici, et 10, c'est la dernière chose ici, par exemple. Voilà. Donc, j'ai pris 5. Donc, pour ce 5, il y a y égale a fois x, c'est-à-dire déjà 2 fois 5, qui est 10, d'accord? Qui est 10 plus 5, parce qu'on revient à la formule. Voilà, donc ici, il y a, pour chaque x, il y a 2 fois x plus 5, plus b. 2 fois x plus b, c'est-à-dire c'est 2 fois x plus 5. Donc pour le 5, je vais avoir 10 plus 5. Ça veut dire que j'aurai 15 pour le y. D'accord? Ici, je vais ajouter un bruit, c'est-à-dire la droite ax plus 2b, c'est ici. Ax plus b, c'est ici, normalement. C'est-à-dire le 5, il va se faire ici. Obligatoirement, parce qu'il doit respecter ceci, c'est-à-dire 2 fois x qui est ici, plus 5. Par contre, si je vais ajouter plus un petit bruit, d'accord, plus quelque chose aléatoire, plus un r qui est une valeur aléatoire. Donc le y, il va pas être ici à la place de 15, il va pas être ici, mais plutôt il va être situé, parce que le soit je vais mettre ici la valeur, ou bien ici, d'accord? C'est pas obligatoirement sur l'axe, mais proche de l'axe. Parce que la variable aléatoire générée, elle est soit positive, soit négative. Regardez comment je vais générer les variables aléatoires, le random. D'accord? Ce rand_n, d'accord, il génère des valeurs qui peuvent être comprises. Regardez, ici j'ai rand, mais ici rand_n, il peut inclure des valeurs négatives. Regardez déjà, avant de faire l'ajout de bruit à mon y, je vais bien sûr, je vais afficher le bruit, d'accord? Et il contient des valeurs normalement négatives. Regardez. C'est-à-dire à chaque fois, soit j'ajoute une valeur aléatoire positive, soit négative. C'est pour cela, vers la fin, je vais me retrouver avec, pour chaque point, je vais avoir la même chose. Donc, soit ici, par exemple, et pour ce point, pour ce x, je vais avoir sur l'axe, mais plus ou moins quelque chose. Donc ici, finalement, en exécutant tout ça, je vais avoir un nuage de points. D'accord? Donc le y final, c'est celui-là, plus le bruit. Donc je vais l'ajouter maintenant, le bruit, pour ne pas avoir une droite, c'est-à-dire pour ne pas avoir mes points alignés, parce que c'est celle-là la droite, mais je vais avoir les points autour de ma droite. Attendez, donc ici, je vais faire ça. Alors ici, parce que ici, je trace toujours a fois x plus b. Normalement, je vais tracer y. Vous voyez maintenant que les points ne sont pas alignés. Et si je souhaite, bien sûr, tracer la droite, je peux la tracer par plot, tout simplement x, y. Mais ici, je vais tout simplement avoir a
fois x plus b, sans bruit. D'accord? Il y a le y avec bruit, mais le ax plus b, c'est exactement la droite. Regardez ici, normalement. Donc, j'ai eu un nuage de points autour de ma droite. Donc, si je vais mettre ici 100, d'accord? Bien sûr, je vais avoir 100 points autour de la droite. Bien sûr, ces éléments-là, ces étapes, c'est-à-dire comment générer des abscisses, des x aléatoires, c'est un tableau de valeurs. Comment à partir de x générer un y, d'accord? Bien sûr, le y, c'est tout simplement a fois x plus b plus bruit. Et le bruit ici aussi, c'est un tableau avec le même nombre de valeurs, obligatoirement. Et bien sûr, jusqu'ici, on a vu comment générer des nombres. Et bien sûr, dans la deuxième partie, comment, parce que ici, je vais avoir un tableau de valeurs, et ici aussi un tableau de valeurs, et ces deux tableaux doivent avoir la même dimension. Même AX, A fois X plus B, c'est un autre tableau qui donne lieu à la droite. Il y a 100 points sur la droite. Et ce plot, normalement, indique un nuage de points. Et ce nuage de points, il est essentiel pour, bien sûr, voir dans la suite la régression linéaire. D'accord? Comme ça, normalement, nous allons voir la régression linéaire. Mais ici, normalement, j'ai pas ajouté les... Donc, il faut faire ça. D'accord? Alors, je peux faire ceci, bien sûr. Voilà. Donc, avec ça, normalement, on a un nuage de points. Donc, tout ceci pour dire, bien sûr, il faut dans un premier temps euh, maîtriser ou bien savoir interpréter un programme en Python en utilisant bien sûr les libraries. Alors bien sûr les outils, je viens de dire que moi j'utilise bien sûr Anaconda, donc vous pouvez l'installer, sinon vous pouvez utiliser soit PyCharm, soit Visual Studio Code, ou bien Spider, ou bien un ensemble d'outils qui peuvent être disponibles. Anaconda bien sûr euh, il faut le télécharger, par la suite l'installer. Et bien sûr, ça, il faut connaître comment écrire un code euh, pour les types de données usuels, à savoir, ici je viens de dire que j'ai affecté un entier à cette variable, donc le type de cette variable c'est un entier. Ici j'ai affecté ensuite à la même variable A un tuple, ça entre parenthèses, qui contient des valeurs séparées par virgule, donc c'est un tuple. Si j'imprime ici le type, il va imprimer tuple. Entre crochets, c'est pour liste. Normalement, la manipulation des listes est très importante. Normalement, si je passe à numpy, d'accord, point array, une liste, normalement, le type ici, c'est un tableau. Euh, Bien sûr, le tableau, c'est un objet qui peut avoir des propriétés. Parmi ces propriétés, il y a shape. C'est très important ceci à connaître dans machine learning parce que notre dataset à manipuler par la suite, il, bien sûr, on doit connaître sa forme. Est-ce que 2D ou bien 3D ou bien 1D ou bien autre? D'accord, et ainsi de suite. Donc, bien sûr, il y a des opérations de base, à savoir l'addition, le reste de la division, la multiplication, la division, la soustraction. Donc, ici, moi, dans cette opération, j'ai essayé de mettre toutes voilà, les opérations usuelles dans une même opération. Bien sûr, l'ordre de priorité, il faut donc une fois le calcul se fait, il y a bien sûr respect d'ordre de priorité. Alors bien sûr, le concept d'indentation en Python, c'est gênant, c'est vrai, mais c'est très important. C'est gênant, pourquoi? Parce que il y a une autre logique à la place d'utilisation des accolades normalement. Bah, moi, je préfère, par exemple, les accolades pour désigner le début et la fin des blocs.
Mais ici en Python, il y a ce qu'on appelle l'indentation. Donc si vous n'allez pas mettre en place l'indentation, donc votre code, bien sûr, sera pas compilé avec bien sûr, le compilateur. Donc si, par exemple, pour ce code-là, il est incorrect. Il ne donne pas le résultat, il ne s'exécute pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'indentation. Ce code, il est correct parce qu'il contient l'indentation. Et c'est quoi l'indentation? C'est un espace entre par exemple ici, c'est une instruction if. Donc pour dire que if normalement, elle doit contenir un bloc. Il y a un ensemble d'instructions. Ici, elle contient deux instructions. Une fois faire le deux points, d'accord? Deux points. Et ensuite, retourner à la ligne. Donc cet espace-là indique que cette instruction appartient à ce bloc de if. La même chose pour cette deuxième instruction. Donc, il doit avoir le même espacement, c'est-à-dire le même nombre d'indentation. Ici, cette indentation est similaire à celle-là, et les deux instructions font partie de if. Donc ici, vous voyez qu'il n'y a pas d'indentation. C'est-à-dire le s égale à 0, ça fait normalement à le même niveau que a égale à 4. La même chose pour for, donc a égale à 4, s égale à 0, la boucle for, ce print là, la définition de la fonction, ce print, se trouve dans la partie principale de notre programme. Par contre, ce bloc, il fait partie de if. Tout ce bloc, d'accord, fait partie de la boucle for. Print suite ne fait pas partie de la boucle for, c'est-à-dire on va itérer sur ces trois instructions qui font partie de la boucle. Et ensuite, on va définir notre fonction. Deux points indiquent en général le début d'un bloc. Ici, le début de if. Ici, le début de la boucle for. Ici, le début de la définition de notre fonction. C'est-à-dire la fonction, cette instruction fait partie de la fonction. La deuxième instruction fait partie de la fonction. Par contre, ici, je suis déjà en dehors de ma fonction. Donc, connaître ce que c'est l'indentation, c'est une chose très importante pour finalement fournir du code Python. Ici, normalement, il y a la définition de quelques fonctions, d'une fonction. Normalement, qu'il faut savoir à la fois, ou bien quelques fonctions f, g, h, d'accord. Il faut savoir, bien sûr, les définir. Il faut savoir aussi les utiliser. Il faut savoir prévoir le résultat. Donc ça, c'est un simple exemple. L'étape, ici, je manipule l'étape, donc il faut voir. Par la suite, les listes. Et ce qui est important dans les listes, c'est savoir les parcourir. C'est-à-dire, ça, c'est très important en machine learning. Parce que parfois, nous aurons besoin d'extraire des parties de données à partir des listes. Par exemple, je peux dire que cette partie, ça concerne la partie training, et cette autre partie, ça concerne la partie test. Donc, il faut savoir extraire des sous-parties. Par exemple, pour une liste simple, c'est-à-dire à une seule dimension, je peux dire que déjà, ça pour récupérer un seul élément avec l'indice 0, c'est-à-dire tout simplement ça concerne l'élément 1. Par contre, ici, normalement, ça c'est bien sûr, je vais essayer de reprendre ce code pour vous expliquer c'est quoi exactement. Donc j'espère que vous avez vu cette partie. Et maintenant, je suis dans la partie manipulation de liste. Donc une liste, normalement, oui, l'enregistrement, il est toujours, normalement, il fonctionne. Alors, pour créer une liste, voilà, donc L1 égale. Donc, on a dit que le type, normalement, de données est découvert normalement, pendant l'initialisation de la variable. Donc ici, L1, c'est une liste. Donc, c'est une liste vide, par exemple, pour ce bout de code. Pour ce bout de code. L1 égale à rien. Donc, entre crochets pour dire que c'est une liste. Si je vais mettre type L1, il va marquer comme quoi c'est une liste. Donc, je peux la mettre dedans des éléments, bien sûr. D'accord? Donc, si je vais, bien sûr, pour afficher toute la liste,
Pour afficher toute la liste, je peux faire print L1 et ça affiche toute la liste. Et bien sûr, je vais effacer ce code pour ne pas, d'accord? Donc, pour afficher toute la liste, sinon pour accéder à un élément particulier, par exemple, parce que ça commence avec l'indice 0. Donc 0, c'est la valeur 1. Et bien sûr, 1, c'est l'élément 5. Donc ici, il va imprimer 5. Mais si je vais mettre comme ça, c'est-à-dire 2 points, donc ou bien je vais mettre, attendez, je vais mettre 2 points entre les deux crochets. Cela signifie quoi? Alors, signifie que tous les éléments, toutes les lignes, toutes les colonnes, parce que je peux avoir une liste de listes, c'est-à-dire toutes les listes dans cette première partie, avant 2 points, toutes les listes, et toutes les colonnes pour chaque liste. D'accord? On va voir par la suite liste de listes. Donc ceci va imprimer toute la liste. Mais si je vais faire une liste de listes, par exemple, je peux mettre, regardez ici, je peux mettre une liste de listes, c'est ça finalement. D'accord? Ou bien je vais mettre 11. Et je vais mettre 5, 55. Je peux mettre 6, 66. D'accord? Et je peux mettre 7, 77. Voilà, la première liste c'est 1, 11, la deuxième c'est 55, et ainsi de suite. Donc ici c'est finalement c'est une liste de listes. Et ici j'imprime toutes les listes et pour chaque liste j'imprime toutes les colonnes. Mais si je vais mettre ça, d'accord, je vais mettre ça. C'est-à-dire je vais imprimer d'accord, je vais imprimer juste le premier. Attendez, attendez, je vais mettre ça. Alors, de 1 jusqu'à 1. Parce que ici, normalement, ça imprime jusqu'à 1. D'accord, regardez ici, ça imprime jusqu'à 1. C'est-à-dire jusqu'à 1. C'est cet élément exactement. Jusqu'à 1. Si je vais imprimer jusqu'à 2, il va imprimer 1, 11 et 5, 55. Si je vais imprimer 2 maintenant, on va lire ça de 2 jusqu'à la fin. C'est-à-dire, il va imprimer ça, il a l'indice 0, ça, il a l'indice 1, et ça, il a l'indice 2. Et celui-là, il a l'indice 3. C'est-à-dire, il va imprimer les éléments 2, 3. C'est-à-dire 6, 67 et 7, 77. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'il faut lire ces propriétés-là. Par contre, si je vais mettre de 2 jusqu'à 4, d'accord? Donc 0, 1, 2, 3, il n'y a pas déjà 4. Je vais l'ajouter. L'indice 4, il n'y a pas. Donc je vais mettre ici 8, 87, 9. Voilà. Alors, de 2 jusqu'à 4, on peut lire ça de 2 jusqu'à 4. C'est-à-dire, le deuxième élément, c'est d'indice 2. Celui-là 3 et 4. Donc, il va afficher ces éléments-là. Donc, ces 3 éléments qui vont être affichés suite à... Attendez. 3 éléments, 2, 4. 2, 3. Non, c'est 2, 3. Parce que il va prendre ça, mais il va pas prendre le quatrième. C'est inférieur strictement à 4. Si vous voulez afficher aussi l'indice 4, il faut aller jusqu'à 5. Voilà, donc c'est comme ça fonctionne normalement les, les listes pour les parcourir. Alors, pour une simple liste, pareil, si je vais faire ça, par exemple, je peux mettre 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11, 22, 33 et ainsi de suite. Donc, je peux mettre pareil, L1, si je vais mettre, alors ici, c'est tous les indices. D'accord? 1, 2, 3 et ainsi de suite. Le début n'est pas renseigné et la fin n'est pas renseignée. Par contre, si je vais mettre de 3A jusqu'à la fin, ceci, ça se lit de 3 jusqu'à la fin. L'indice 3, c'est
c'est celui-là, de 7 jusqu'à la fin. De 7 jusqu'à la fin. Mais si je vais mettre 3 moins 1 ici, c'est-à-dire uniquement le dernier élément qui ne sera pas affiché. De 3, c'est-à-dire 7, et le dernier élément ne sera pas affiché. C'est 7, 8, 9, 11, 22. On va tester, si jamais j'oublie. Voilà, donc jusqu'à 22. Si je vais mettre moins 2, c'est-à-dire les deux derniers éléments, jusqu'à les deux derniers, les deux derniers éléments ne seront pas pris en compte. D'accord, de 3 jusqu'à la fin, mais les deux derniers éléments ne seront pas pris en compte. Ça donne ça, finalement. Les deux derniers éléments ne seront pas pris en compte. Voilà, ça, normalement, je ne vais pas désigner, c'est-à-dire jusqu'à la fin. D'accord? Et voilà, donc ça, c'est pour, bien sûr, pas manipuler les listes. Je vais aller vers le chat, peut-être il y a, je sais pas. Voilà. Oui, est-ce qu'il y a question? Ça va? D'accord. Alors, maintenant, bien sûr, on va avancer dans le... bien sûr, ça. Oui, oui. Oui, c'est presque pareil, mais il faut dire matrice. Pour pouvoir bénéficier des opérations sur les matrices, il vaut mieux travailler avec les tableaux, avec le array. Mais une liste, on peut la transformer une liste, normalement, en général, on la transforme en un tableau. Donc, regardez ici, par exemple, pour cette liste, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, regardez, si je vais mettre un P, un P.array, et je passe en paramètre L1. Et bien sûr, ça va donner lieu à T1. D'accord? Ça va donner lieu à un tableau. Un tableau avec les mêmes éléments, mais sous forme d'accord? De tableau. C'est un array. Alors, avec ça, je peux effectuer des opérations mathématiques parce que maintenant, c'est T1, ça fait partie du NumPy. Et j'avais dit que NumPy est utile pour la manipulation des tableaux et toutes les opérations mathématiques manipulent les tableaux. Par exemple, je peux ici mettre un P.max. J'apprends pas par cœur, bien sûr. Je vais essayer ça. Max T1, pour moi, logiquement, ça doit retourner. euh, non, attendez, c'est pas ça parce que si je vais mettre .sam, d'accord? Donc, il a fait la somme de tous les éléments. D'accord? Mais par la suite, nous allons voir comment faire la somme d'une ligne, comment faire la somme d'une colonne, comment faire la moyenne d'une ligne, d'une colonne, d'un ensemble de colonnes, et ainsi de suite. D'accord? Par exemple, pour ce deuxième exemple, si je vais mettre T1 égale à un P, numpy.array, d'accord? Et je vais mettre L1. Je vais, même ici, normalement, je peux mettre le min, d'accord? Le min, c'est 1, d'accord? Je peux avoir le max, d'accord? Le max, c'est 97, et ainsi de suite. C'est-à-dire, le max, c'est une fonction mathématique, mais qui doit être appliquée sur un tableau. Par contre, si je vais l'appliquer sur L1, donc le L1, un P.max, je ne sais pas est-ce qu'il va l'accepter, mais en général, non. D'accord? Il faut passer par, oui, il l'a accepté, mais en général, pour bien utiliser les fonctions mathématiques, il faut passer par le biais des tableaux. Je vais vous montrer les limites des listes plutôt. Supposons que j'ai deux listes, regardez ici, j'ai L1 et j'ai L2. Si je vais mettre l'opération L1 plus L2, ça donne quoi normalement? C'est le L égale à L1 plus. Ça va donner quoi à votre avis ici? Très bien, il va concaténer L1 avec L2. Il ne va pas faire les opérations. Par contre, si je vais mettre ça, d'accord, un P.array, c'est-à-dire je suis en train de convertir d'accord? Maintenant, L1, c'est pas une liste. C'est vrai, il reçoit en paramètre, mais c'est un tableau. Si je vais mettre maintenant L1 plus L2, c'est quoi?
Il va faire la somme 2 à 2. Donc 1 plus 1, 2 plus 2, et ainsi de suite. Bien sûr, je vais mettre L. Il va faire la somme. Mais au début, son un p.array, bien sûr, il va faire la somme. Il va faire la concaténation plutôt. Regardez. D'accord, il a concaténé les deux listes. Donc ça, c'est parmi les principales opérations. Donc tout ça, pour moi, vous êtes capable de lire ce code et l'interpréter et de surtout prévoir sa valeur, ou bien sa sortie. Voilà, donc les listes imbriquées comme tout à l'heure, donc liste de listes. Les tableaux, donc voilà, donc les tableaux, je peux créer un tableau à l'aide de un p.array, je lui passe en paramètre une liste. Je peux connaître sa forme et son type, et ainsi de suite. Je peux faire la somme des éléments, je peux ajouter une constante. Cette constante, normalement, doit être ajoutée à tous les éléments de notre tableau. Regardez ici, 10, elle doit être ajoutée, regardez, normalement 10. Attendez, on va déjà voir. Donc, je dois avoir le 11, voilà. Plus 12, plus 13. Donc, voilà. Donc, c'est exactement ça après l'ajout de la constante 10. Et après, ici, résultat de, normalement, T1 fois 3. Donc, T1 fois 3, c'est-à-dire multiplication par une constante. Donc, 1 fois 3, 2 fois 3, ça donne ces résultats-là. Donc, ici, l'ajout d'une constante, ici, la multiplication par une constante. Et ici, la somme de deux tableaux. J'avais deux tableaux. Le premier tableau, et le deuxième tableau, c'est la somme de T1 plus T2, c'est ici. Donc voilà, donc ça c'est simple. Bien sûr, il y a des fonctions, donc il y a la somme, il y a le max, il y a le carré, donc des fonctions qui vont être appliquées à chaque élément de notre tableau. Donc même, on peut bien sûr, parce que je viens d'écrire ici, qu'on peut définir notre propre fonction. Donc déjà, pour les fonctions, pour les définir, tout simplement, vous pouvez mettre, par exemple, def, une fonction f, d'accord? Voilà, donc vous pouvez mettre print hello, par exemple. Ça, c'est une fonction. Alors, pour l'utiliser, il faut tout simplement l'appeler. Voilà, donc elle affiche hello. Par contre, elle peut avoir, par exemple, deux variables en paramètres. Et ça peut retourner. Donc, je peux mettre return, return A plus B, bien sûr. D'accord? Bien sûr, ici, si je vais mettre 3, 6, elle va afficher 9, tout simplement. Mais si je vais lui passer la liste, une liste 3 et une liste 6, 7, 8. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner la première. A, c'est une liste maintenant. C'est 3, c'est une liste. Il va l'ajouter à B. Donc B ajouté à A, donc il va mettre 3, 6, 7, 8. Et ainsi de suite. C'est une seule liste dans la sortie. Par contre, si je vais mettre ça, f de 1p.array, array déjà ça, plus 1p.array, ça. Normalement, déjà ça, il doit donner erreur normalement. D'accord? Pourquoi? Parce que, 1p.array ici. Pourquoi? Parce que déjà, les tableaux n'ont pas la même. Attendez, là, attendez. 1p3 plus. Qu'est-ce qu'il a fait exactement? 7. Alors, oui, l'addition, oui, normal, il a fait l'addition, mais moi, sincèrement, j'attendais qu'il donne une erreur pour dire qu'ils n'ont pas la même dimension. Par contre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cet élément-là, il l'a ajouté pour les autres éléments. D'accord? Mais il a fait la somme. D'accord? Alors, on va voir si jamais je vais faire ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Voilà. Donc, en particulier, parce que moi, je connais ça, cette règle-là. En particulier, s'il y a une seule valeur dans le tableau, il va la considérer comme un scalaire. D'accord? C'est-à-dire une simple valeur atomique, comme celle-là. C'était comme si on a ajouté ceci. Par contre, une fois vous avez ajouté une deuxième valeur, alors à ce moment-là, il y a confusion. Il ne peut pas faire la somme 2 à 2 ou bien ajouter un scalaire. Donc c'est pour cela, broadcast together with shape 2, 3. D'accord? Shapes, normalement, shapes c'est quoi? Si on va mettre ça comme tableau,
Ça, c'est un tableau, d'accord? Ça, c'est un tableau. Je peux mettre point shape, d'accord? Et le shape, normalement, c'est deux virgules, d'accord? Deux virgules. C'est comme si, ça, c'est comme si vous allez mettre, bien sûr, T1 égale, et vous allez mettre T1.shape, d'accord? T1.shape, c'est la même chose. Donc T1, c'est déjà égal à tout ça. Donc je peux le mettre directement le point shape ici. Par contre, si je vais mettre ça, alors c'est quoi notre T1? T1, c'est quoi? T1, c'est il reçoit le résultat de toute cette exécution. C'est-à-dire, le T1, il aura cette valeur. 2 virgules. C'est un tuple, c'est pas un tableau. D'accord? Par contre, maintenant, le T1, c'est un tableau. Donc, toutes ces choses-là, il faut savoir les faire. Alors ici, bien sûr, j'étais en train de dire que, voilà, je peux créer mes propres fonctions pour manipulation des variables. Regardez ici. Et bien sûr, ça dépend des arguments passés. La fonction doit réagir selon la nature des types de données passés. Bien sûr, si les opérations sont autorisées. D'accord? Alors, l'opération d'ajout de deux listes, même si ce n'est pas la même dimension, ça se fait sans problème. D'accord? L'appel bien sûr, de scalaire, ça se fait sans problème. D'accord? Mais pour les arrays, il faut qu'il y a la même dimension. D'accord? Voilà, donc tout ça, ce sont des opérations rapides que nous sommes essayer de faire un rafraîchissement par rapport au Python. Donc voilà, par la suite, il y aura le slicing et ainsi de suite. D'accord? Donc les data frames euh, normalement aussi, c'est très largement utilisé en machine learning, notamment pour la manipulation des tableaux, d'accord? Des fichiers CSV. Donc, Pandas, c'est pour la manipulation des data frames, mais il permet aussi d'ouvrir un fichier CSV. Et il va retourner un data frame. Donc, notre dataset, ici, c'est un data frame. Et ce dataset-là, nous allons l'utiliser comme premier dataset dans notre travaux pratiques de machine learning. Alors ici, si on va le décomposer, déjà, il faut, euh, il faut importer la librairie nécessaire. Donc, pandas as pnd, c'est-à-dire par la suite, on peut utiliser pnd, qui va servir pour, donc si vous voulez dire, c'est un objet par la suite. D'accord, c'est un module. Donc, pnd, point, donc, read CSV, et vous allez bien sûr lui donner le chemin, le chemin de votre fichier CSV. Ici, de préférence, on peut ajouter un chemin, bien sûr, absolu, ou bien un chemin sur le web, ou bien un GitHub, ou bien euh, bien sûr, vers bien sûr, dans un emplacement sur le web. Vous pouvez le mettre comme on peut utiliser ça. Donc, mais cette notation, qu'est-ce qu'elle indique? Elle indique qu'en quoi que euh, le fichier doit se trouver dans le même répertoire, là où il y a notre programme. Donc, il n'y a pas, donc c'est un chemin relatif. Donc, index call égale à 0, c'est surtout pour ignorer la première colonne. Par exemple, on va voir notre fichier, elle est là. Donc, attendez, programme. Voilà. Notre fichier, elle est là, CSV. Je peux l'ouvrir. Puis l'ouvrir directement. Normalement, regardez, il y a combien de colonnes? Il y a une colonne il y a la colonne TV, Radio, Newspaper, Sales. Il y a quatre, normalement, colonnes principales. Mais dans nos valeurs, on va en trouver cinq.
Regardez, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Et ceci, normalement, cette instruction dit comme quoi on va ignorer la première colonne. Index call égale à 0. Ce paramètre index call égale à 0 indique comme quoi la colonne numéro 0 sera ignorée. D'accord? Alors, si on va faire ceci, voilà, ça normalement ça doit retourner déjà. Ah, bien sûr, il faut exécuter cette instruction. Voilà. Regardez ici, la première colonne a été ajoutée. D'accord? Mais si je vais mettre index call égale à 0, il va ignorer la première colonne. Mais ça, c'est le numéro des colonnes. Regardez ici. Vous voyez, il y a l'ajout d'une autre, son titre. Son titre, c'est celle-là, normalement. Voilà, c'est celle-là. Parce que si jamais je peux faire ceci. Call 1. D'accord? Call 1. Et je vais l'enregistrer, bien sûr. Attendez. Avoid losing chance to this. Save. Euh, alors, pourquoi il a mis ça? Peut-être le chemin ici est long, mais bref. D'accord. Si on va ajouter call 1, il va pas mettre euh, inode, d'accord, ou bien innate, mais il va mettre call 1. Alors, index call égale à 0. Donc, la première colonne a été ignorée. Donc, on voit ici qu'il y a 4 colonnes qui contiennent des données. Donc, le TV, radio, newspaper et sales. Ici, normalement, c'est un dataset destiné pour la prédiction des ventes. La prédiction des ventes en fonction d'investissement en TV, en radio, d'investissement en publicité. D'accord? TV, radio, newspaper. Et par la suite, nous allons essayer de dire le problème machine learning suivant, c'est-à-dire, par exemple, je peux dire, si jamais j'investis, par exemple 250 en TV, en publicité TV, en pub TV, et 250 en pub radio, d'accord, et par exemple 250, je vais mettre 250 aussi, en pub, en pub, euh, en pub newspaper. Combien, combien de chiffre d'affaires ou bien de ventes je vais réaliser? Vous voyez cette question, normalement, c'est une question machine learning, si jamais. D'accord. Donc, c'est une question machine learning. Pourquoi? Parce que ça indique quoi il faut prévoir. Il faut prévoir le chiffre d'affaires ou bien le sales à réaliser. Et vous voyez, bien sûr, notre process va se diviser en deux parties. La première partie, c'est apprendre à partir du passé. Ça représente la réalité. On va parler par la suite. Juste ici, j'anticipe un petit peu pour vous mettre dans le cadre comme quoi les data frames sont nécessaires. Donc ceci, il va apprendre sur le passé. C'est une réalité qui inclut les investissements en publicité accompagnés de chiffre d'affaires réel qui a été effectué. Une fois apprendre à partir de ce passé, par la suite, je peux faire euh, donner un nouveau, d'accord, une nouvelle sortie pour de nouvelles entrées. Parce que ces entrées 250, 250, peut-être il n'existe jamais dans ce dataset.
mais quand même, il va calculer la sortie pour, pour cette nouvelle entrée. Celle-là, c'est une nouvelle entrée. Il va donner la sortie qui est 16. Donc c'est ça le... Bref, ça c'est une petite parenthèse qu'on va la développer au fur et à mesure dans la suite. Juste ici pour vous dire que la manipulation des data frames, c'est très important. Pourquoi? Parce que même dans la littérature, notamment dans le site Kaggle, vous pouvez mettre dataset Kaggle, d'accord? Kaggle. Et la plupart des datasets, vous allez trouver normalement trouver des fichiers CSV, d'accord? Il- Pour bien sûr effectuer des exemples d'applications machine learning. Donc il y en a plein d'applications. Donc ce format de CSV, donc il faut savoir les manipuler tout simplement. Donc ça commence bien sûr dans la, ma- la mani- la manipulation, ça commence par bien sûr savoir ouvrir, savoir peut-être ignorer des colonnes et bien sûr par la suite faire autre opération. Donc ces opérations dans un premier temps, ce sont les suivantes. Déjà, on doit savoir l'ouvrir. Le type, bien sûr, c'est un data frame, c'est ça normalement, c'est un data frame, c'est ça le type. D'accord? Et le dataset, c'est exactement celui-là, qui contient 200 lignes et 4 colonnes. Dans les... Et ça, dataset describe. Donc describe, ça c'est une, bien sûr, si je vais retourner vers mon fichier, donc voilà, donc ici je peux l'affecter à mon dataset. Donc dataset égal, d'accord? Et bien sûr ici c'est donc ici ça indique deux choses, le type et le dataset. Mais par la suite, vous pouvez utiliser le même objet qui est dataset pour bien sûr pour faire un résumé statistique, describe. D'accord? C'est une fonction qui retourne un tableau. Un tableau relativement à mes principales colonnes qui sont TV, Radio, Newspaper, Sales. J'ai déjà 200 enregistrements partout, d'accord? Voilà. La moyenne de TV, c'est ça. La moyenne de radio, la moyenne de newspaper, la moyenne de sales, et ainsi de suite. La déviation standard, le mean, les quartiles, et ainsi de suite. Donc, tout ce résumé statistique, il vous permet de connaître ce que c'est exactement dans notre dataset. Par exemple, si jamais vous allez, bien sûr, prévoir des prédictions, d'accord, de vente, il faut déjà voir est-ce que vous êtes dans les normes, c'est-à-dire est-ce que euh, c'est proche de la moyenne, est-ce que c'est proche de min, est-ce que c'est proche de max. Si jamais vous aurez une prédiction qui est égale à 500, donc certainement vous allez dire ma prédiction elle est erronée. Je dois chercher les causes d'erreur. Pourquoi? Parce que en général le min c'est 1,6 et le max c'est 27. Donc le modèle que je viens de créer, il m'a prédit 500. Donc certainement il y a erreur parce que ça ne reflète pas la logique qui est dans la description statistique. Sinon, s'il s'agit d'une valeur réelle à ce moment-là, il faut la justifier, d'accord? Donc, juste euh, ça, ça peut être considéré comme une référence de vérification de ce que vous manipulez comme data. Donc voilà, donc ça c'est pour les data frames. Et par la suite, bien sûr, on peut faire du slicing, ça c'est très important. Donc comme les listes, mais juste une fois vous avez le data frame, il faut ajouter la fonction iLock, d'accord? Et vous allez avoir exactement le même comportement que les listes. Alors on va voir ici le iLock, comment l'utiliser. Donc ici on a notre dataset.iLock. Donc iLock, nous avons dit c'est une fonction qui va permettre de faire quoi? De manipuler notre dataset. C'est-à-dire faire retourner des parties du dataset. Donc ici, ça commence bien sûr entre crochets, d'accord? Donc ici, c'est entre crochets.
et des valeurs. Donc on va voir entre crochets quoi. Donc entre crochets, je vais faire la première chose. Ça c'est pour toutes les lignes, toutes les colonnes. C'est-à-dire ici, c'est quoi le résultat? C'est exactement le data frame lui-même. C'est-à-dire il va retourner 200 lignes et bien sûr 4 colonnes. Si je vais mettre point shape, ceci, il va retourner 204, c'est-à-dire 200 lignes, 4 colonnes. Le résultat retourné par cette instruction. Si jamais je vais mettre, par exemple, de 5 jusqu'à. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? Euh, alors attendez, ici normalement ça, oui. Donc ici, je, une fois, je préfère faire ceci, d'accord? Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ça? Il y a la virgule qui sépare deux valeurs. Donc cette partie à gauche de la virgule, ça concerne les lignes, et la partie qui se trouve à droite, ça concerne les colonnes. Donc cette partie-là, ça indique de la ligne 5 à la fin, de la ligne 5 jusqu'à la fin. Ici, ça indique de la ligne 5 à 10. D'accord? Toutes les colonnes. Donc qu'est-ce que ça va retourner cette insélection? De la ligne 5 à 10 pour les lignes, mais toutes les colonnes. Donc ça va retourner ce dataset. Regardez. De la ligne 5 à 10. Pourquoi ici ça commençait avec 6? Parce que peut-être ça commence avec 0, le data frame ou autre. Donc c'est le 5, attendez. Le 5, de 5. Voilà, le 5, c'est... Parce que doit commencer par 0. Vous voyez ça, elle a l'indice 5, mais parce que ça commençait avec 1. Si ça commence avec 0, on va trouver ici la même chose. Regardez ici. D'accord? Parce que ça commence avec 1. C'est pour cela on a 6. Mais ici, normalement, c'est la cinquième ligne. C'est celle-là. 0, 1, 2, 3, 4, 5. L'indice 5, mais ça représente la sixième valeur. Jusqu'à 10. D'accord? Donc, voilà, on a 5 valeurs. La première, la deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Donc, de 5 jusqu'à 10, mais la dixième ligne n'est pas inclue. D'accord? Les indices qui sont inclus sont 0 jusqu'à exactement, plutôt sont 5 jusqu'à exactement 9. Donc 5, 6, 7, 8, 9. Ça donne 5 valeurs. Toutes les colonnes. Si jamais je vais mettre, si jamais je vais mettre moins 1, qu'est-ce que ça veut dire cette instruction à votre avis? Est-ce que quelqu'un peut me répondre rapidement? 1, 2, 3. Toutes les colonnes sauf la dernière. Ou toutes les colonnes sauf la dernière. D'accord? Voilà, toutes les colonnes sauf la dernière. Parce que ça, c'est très important parce que par la suite, ça concerne, dans notre dataset, ça concerne le X, ça concerne les features. Parce qu'une fois souhaité extraire la partie features en machine learning, il y a les descripteurs, il y a la target. La target, c'est sales. D'accord? Donc ça, c'est les features. Et le Y, si je souhaite euh, extraire la même chose, mais si je vais mettre la dernière colonne, qu'est-ce que je vais mettre ici? Wow, bien sûr, je peux mettre, il y a différentes manières, regardez. Je peux mettre, je peux comptabiliser, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3. Non, 0, 1, 2. D'accord? Et 3, c'est 16. Je peux mettre ça. D'accord? Non, ça, c'est le Y plutôt. Ça doit être Y, la target. Et regardez, le Y, normalement, c'est, d'accord, c'est, attendez, parce que j'ai fait jusqu'à 3. Non, il faut mettre exactement 3. D'accord? Exactement 3, ça donne, regardez, dataset. Dataset. Attendez, non, ici, il y a quelque chose qui va pas. Pourquoi? Ah oui, parce que ça commence avec la sixième valeur. Voilà, la sixième valeur, elle est ici. Donc, je vais déjà changer ça. Je vais mettre de la première jusqu'à, donc ça indique de la première ligne jusqu'à la dixième non inclus.
D'accord? Je prends le X, je prends le Y, j'affiche le Y. Regardez, le Y c'est 22,1, c'est la première valeur, c'est pour sales. D'accord? Et ainsi de suite. Donc ici, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris exactement la dernière colonne. Ici, j'ai pris toutes les colonnes sauf la dernière. Mais ici, si jamais je souhaite avoir une chose qui différente de constante, parce qu'en général, il n'est pas préférable de travailler avec des constantes. Alors, comment je vais faire? Alors, en fonction de dataset.shape, dataset.shape, regardez ici, qu'est-ce que ça va donner? Et bien sûr, ça donne. Alors, si dataset.shape a donné lieu à 204, celle-là, qu'est-ce qu'elle va afficher? Hein? 200. Et 1, ça va donner 4. Et à la place de mettre 3, qu'est-ce que je peux mettre? Je peux mettre ça, moins 1, tout simplement, pour avoir une chose dynamique. Parce que, en général, la target se trouve dans la dernière colonne. Et pour accéder à la dernière colonne, c'est de préférence y accéder avec ça ou bien avec son nom. On va voir par la suite en utilisant les noms des colonnes. Donc ça donne la même chose, mais elle est plus générale. Donc voilà, donc ici, bien sûr, c'est pour, bien sûr, chaque. Ici, c'est exactement la ligne numéro. Attendez, les logs sont 1, 3. Les 100 premiers. Ici, je pense que c'est pas exactement ça, les 100 premières lignes. Parce que les 100 premières lignes, il faut dire 2 points jusqu'à 100. D'accord. Ici, c'est les 100 premières lignes avec les colonnes 1, 2. Les 100 premières lignes avec. Parce que j'ai changé, vous voyez, c'est pas la même chose, hein. Donc, dans cette partie-là, en bleu, non, en bleu, ça donne pas exactement les 100 premières lignes. Je pense ça doit donner lieu, voilà, à une seule ligne. D'accord? Mais la colonne d'indice 1, c'est-à-dire radio, newspaper, d'accord, deux indices, radio et newspaper, mais pour la ligne 100, d'accord, voilà, il y a une seule valeur, d'accord, radio, newspaper, c'est une seule ligne. Par contre, si je vais mettre jusqu'à 100, c'est à ce moment-là que je peux dire les 100 premières lignes, d'accord, les 100 premières lignes, d'accord, jusqu'à 100, mais de radio et newspaper, parce qu'on a marqué de 1 jusqu'à 3, le 3 non inclus, c'est-à-dire les indices 1, 2. Voilà, donc ce sont des manipulations de. D'accord, donc je peux faire ceci. Alors, voilà, donc ça c'est pour manipuler les listes. Vous pouvez créer des data frames vous-même, d'accord. C'est-à-dire si jamais pour ce code source, nous allons le mettre ici et l'interpréter. Alors cela, pour l'interpréter, bien sûr, on a déjà importé ces deux libraries. Attendez. Donc la première chose, je peux créer un tableau et nous avons déjà comment créer un tableau. Maintenant, pour créer un data frame, il faut mettre T1. Si jamais je vais mettre T1, alors index 1, oui. Alors, si je veux bien sûr faire ceci, regardez, j'ai un data frame qui contient exactement la première ligne, c'est 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. La deuxième ligne, c'est 5, 6, 7, 8. Mais il a ajouté des noms de colonnes aléatoires. Les noms de 0 représentent le nom de la colonne. 1 représente le nom de la colonne. 2 et ainsi de suite. Par contre, si je vais mettre ceci, regardez. Si je vais mettre columns A, B, C, D, parce que j'ai 4 colonnes. Donc, au lieu de 0, 1, 2, 3, il va mettre A, B, C, D. Et regardez, les indices sont créés à partir de 0. Et si jamais je vais faire ceci, sur les index, ça c'est 1, ça c'est 5. Voilà. J'ai créé exprès ça. Mais normalement, de préférence, il faut mettre, d'accord, euh, la suite. Normalement, c'est qui se suivent, des indices qui se suivent. Soit je le crée avec cette manière. Si je souhaite
créer des indices qui se suivent, je peux soit ne pas les mettre, d'accord, carrément, ou bien je peux, si jamais je souhaite faire quelque chose, je sais pas, égal à i in range, d'accord, in range combien? 4, d'accord, oh, tac, for i in range 4. Attendez, alors là, ça doit marcher, on va la faire marcher. Alors, i, i égale index égale à i. Ah non, égale à i for i, d'accord? For i in range, d'accord? Voilà. Alors moi, vous voyez, c'est pour donc ça donne index, ça donne exactement ça. Donc for i in range, for i in range. Donc ça crée une liste automatique, d'accord? Sinon for i in range 4 4 9, d'accord? Alors 4 9 4 9 4 9 4 9 4,9. D'accord. Ça n'a pas marché. 4, pourquoi 4,9. Ça doit donner déjà 4 éléments. 4, 9, attendez. Ici, parce que ça donnait 5 éléments. 2, 4, 5. Donc 4, 8. Parce que le 8 est inclus. Ah non, attendez, moi je suis en train de dire n'importe quoi. Alors attendez. Ça donne combien de valeurs ici? 4, 5, 6, 7. Voilà, donc c'est 4, 8. Voilà. Voilà. Donc ça c'est pour, il faut jamais avoir peur des erreurs. Sont méchantes ici, sont affichées d'une manière, hein, d'accord, regardez ici. Mais il faut toujours aller vers la fin qui indique la nature exacte de l'erreur. Chez values, normalement 4,4, indice imply 5,4. Donc on attend 4,4 parce que par contre on a eu 5,4. Donc pour les indices. Donc ça marche pas. Alors ça, bien sûr, on aura l'occasion de voir au fur et à mesure les différentes opérations sur les tableaux, sur les comment créer, générer aléatoirement un nuage de points, comment le tracer, ça on l'a déjà vu. D'accord, ici c'est donc je peux générer carrément, je peux mettre en place une fonction qui génère des nombres. Donc vous voyez ici, je peux les tracer, je peux tracer la droite. Ici j'ai tracé deux choses scatter pour tracer les points exacts, parce que j'ai généré ce nombre de points, et ensuite j'ai généré les points d'une manière linéaire. Si jamais j'ajoute le bruit, comme j'avais introduit au début, d'accord, donc plus un bruit qui a été généré entre moins 10 et 10, d'accord, voilà, le bruit sera généré, et ça donne un nuage de points. Et ce dataset, je peux bien sûr créer autre fonction, d'accord. Ici, on a créé une fonction 1 plus 2 fois z, c'est-à-dire 1 plus 2 fois x, ou bien 2 fois x plus 1. Donc ça donne une fonction linéaire. Je peux mettre x au carré, ou bien z au carré, si ça donne ça, d'accord. Ça donne cette forme, ou bien cette forme. Ici, il y a deux choses. Il y a le scatter en rouge, et en bleu, il y a le, le- il y a le plot directement. Voilà. Il y a deux choses. Il y a le plot et il y a le scatter. Donc ça, c'est une autre fonction, c'est la fonction logarithmique. Vous pouvez tracer ce que vous voulez comme fonction. Mais ici, j'ai utilisé la fonction logarithmique de NumPy, parce que j'avais dit que normalement, NumPy, il fournit les fonctions pour créer et manipuler les tableaux. Donc ici, on a un tableau X, voilà, il permet de créer un tableau dont les valeurs euh, appartient à 1 et 10 avec 0,1, c'est-à-dire 1, 0,1, 0, attendez. Alors, créer des valeurs de 1 à 10 avec un pas de, voilà. De, c'est-à-dire combien de valeurs on va avoir? On va avoir on va avoir 1,01, 1,02, 1, jusqu'à 10. D'accord? On va voir ceci, qu'est-ce que ça va donner exactement. Parce que c'est difficile d'apprendre par cœur toutes les fonctions, mais je devine que, d'accord, il y a la génération de 1,01
1,02 jusqu'à 10. D'accord? Donc c'est ça finalement. Je peux mettre ça en commentaire. Voilà. Donc si je veux, on va afficher 10. Voilà. Donc 1, déjà inclus, bien sûr. 1,1. Est-ce que j'avais dit 1,01? Pourquoi? Oui, c'est pas 1,01, 1,1 parce que, regarde ici, virgule 1 jusqu'à 10, jusqu'à 9 fois 9,9. Donc ça, c'est le x. Si jamais je souhaite avoir une fonction, je sais pas, y, ou bien je peux faire ce que je veux. D'accord? Un p.array, array, et je peux mettre une liste, d'accord? Et je peux dire x et for et in x. C'est-à-dire ici comme si j'ai mis f de x égale à x. Regardez. C'est la même chose. Le y, c'est la même chose que x. Par contre, égal à i carré. Je peux faire ça. I carré for i in x. C'est pour chaque valeur ici à l'intérieur, je vais la mettre au carré. D'accord? À partir de 2, vous voyez ici à partir de 2, ça commence à 4 et ainsi de suite. Et je peux même avoir 1 sur i, d'accord? 1 sur i, d'accord? Et ainsi de suite. Je peux avoir, un p.log, .log i, d'accord? Et ainsi de suite. Mais sinon, je peux faire log, tout simplement log x, un p.log x, parce que le NumPy peut manipuler le tableau. C'est-à-dire pour chaque élément dans x, il va effectuer l'opération de log. Donc je vais avoir notre... Voilà, donc ça c'est pour bien sûr générer des nombres et les utiliser. Et bien sûr, vous pouvez la tracer et ainsi de suite. Voilà, donc il y a une chose très importante aussi avant de passer à machine learning. Donc il y a division de dataset. Dataset, j'ai bien sûr, on peut générer un dataset, mais ce qui est important, il y a une méthode. Voilà, donc je vais prendre ce code. Normalement, dans le résultat, vous devez être capable de l'interpréter correctement. Donc regardez ici. J'apporte les bibliothèques nécessaires, je crée le nombre de points, génération aléatoire, âge de bruit, y plus ax pour générer le nuage de points, qui n'est pas linéaire. Pourquoi? Parce qu'il contient le bruit. Je trace le nuage de points, les points, par la suite la ligne, d'accord? Un titre, le X, label, Y, legend, pour dire X, Y, et le show. Et j'ai ça normal. Voilà, donc ça c'est pour le nuage de points. Par la suite, il y a, c'est ici, une fois dire sklearn, c'est bon, je suis dans le machine learning. Donc la première chose à connaître dans le sklearn, c'est train test split. Parce que, euh, qu'est-ce que ça veut dire ça? Model selection, c'est pour sélectionner les données, mais surtout pour splitter, c'est-à-dire diviser les données en train et test. Donc, il y a une fonction qui s'appelle train test split, dont l'objectif est de diviser les, les données en deux parties. D'accord? Donc, il y a ici le X et le Y. Parce que j'ai deux tableaux ici. Il y a le X et le Y. Ayant les mêmes, bien sûr, qui doivent avoir le même nombre de lignes, mais pas les mêmes dimensions. X contient 3 colonnes, peut-être, ou bien 2 colonnes. 2 colonnes parce que X, Y. Non, ici, le X, même le X contient une seule colonne pour ce dataset. Une seule colonne. Et le Y aussi contient une seule colonne. Par contre, le nombre de lignes doivent être égaux. Regardez ceci, qu'est-ce que ça va donner? Déjà, il faut faire ça. Mais il faut, je pense, lui passer un autre found with inconsistent numbers of samples. 10 regardez ici. Parce que on a... attendez, pourquoi 10 Attendez, on va faire le x.shape. Le x.shape 10, 3. D'accord? J'ai 3 colonnes pour le X. D'accord? Ah oui, parce que j'ai utilisé grand X, mais ici il y a petit x.
Normalement, dans les bons pratiquants en général, pour la partie features, il faut utiliser grand X. D'accord? Grand X, grand X, ici grand X. Parce que normalement, il a pris le X du dataset précédent, qui est, qui est le data frame, et voilà, il a pris ce X qui contenait normalement trois colonnes. Alors maintenant, et l'erreur, ça se voit ici, d'accord? Donc, c'est pas les mêmes dimensions. Et j'ai découvert ici normalement. Alors, je vais réexécuter cette partie-là. X, 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 grand X aussi ici. Et voilà, ça doit marcher pour le moment. Ici, on va afficher le X-shape. Regardez, c'est 100 lignes exact. Si je vais faire train test split, maintenant ça doit marcher. D'accord? Et regardez qu'est-ce qu'il va donner normalement. Il va donner combien d'arrays? Le premier array, le deuxième array, troisième array, et ainsi de suite. Elle retourne 4 éléments. C'est-à-dire, il va retourner A, B, C et D. D'accord? Égal. Donc le A, c'est un array. C'est un seul array. D'accord? Parce que en Python, on peut faire ça. Def une fonction f de A, B par exemple. Je peux faire return. Je peux mettre A plus B, A moins B, A fois B par exemple. Je peux retourner plusieurs valeurs. D'accord? Ici, j'ai retourné trois valeurs. Si je vais mettre f de 5, 6, alors elle va retourner 9, moins 1 et 30. Elle va, elle va retourner normalement 11. 5 plus 6, 11, moins 1 et 30. Voilà. La même chose ici, la fonction train test split, une fois lui passer x et y, elle retourne 4 tableaux. D'accord? Le premier tableau, il a un sens, le deuxième tableau un sens, le troisième un sens, et ainsi de suite. Et ces 4 résultats, normalement, ce sont les suivants. C'est-à-dire, le premier tableau, qui est le x, qui doit être divisé en train et en test, pour faire le training et pour faire le test. Le y aussi, pour faire le train et pour faire le test. Donc, j'ai 4 tableaux. Mais ici, normalement, si on va mettre le xtrain.shape, regardez, 80, 75. Mais le x.shape, c'est combien? C'est 100. Parce que j'ai 100 points. C'est-à-dire, par défaut, 75%, c'est pour le training. D'accord? Et pour le test, 25%. Donc, pour le test, regardez, 25 pour le test. La même chose pour le Y. Donc, le Y-train, il aura 75. Et pour le test, c'est 25. D'accord? Mais je peux, c'est-à-dire préciser cette valeur. Cette valeur, c'est test size. Si jamais je vais préciser, test size 20%. 0,2, c'était 20%. C'est 20%, c'est pour le test, mais pour le X train, c'est combien? Il doit avoir 80%. D'accord? 80%. Et ainsi de suite. Et la troisième valeur, bien sûr, c'est random state égale à 33 pour que à chaque exécution, je vais garantir les mêmes éléments de X-test, de X-train, les mêmes éléments de X-test, les mêmes éléments de Y-train, les mêmes éléments de Y-test. D'accord? Avec un aléatoire normal. Avec des... Regardez ici, si je vais faire ça, ça, et je vais faire ceci. D'accord? Regardez ici. Chaque génération, chaque exécution, toujours le même X-train. Regardez, il faut regarder juste ces deux premières valeurs. Ils vont jamais changer. D'accord? Ils vont jamais changer. Par contre, si je vais enlever ça,
Alors à ce moment-là, à chaque fois, il y a une génération. Regardez maintenant 7, maintenant il y a 9, maintenant il y a 6, et ainsi de suite. Alors les bonnes pratiques disent qu'il faut utiliser ce random state. Bien sûr, si vous êtes en train de random state égale n'importe quelle valeur, sauf cette valeur, elle va être utilisée pour la génération des l'extraction des indices aléatoires à partir de dataset, mais va se faire de la même manière. Toujours, elle va utiliser 44. Je peux utiliser 0, d'accord, ou bien 1, ou bien ce que vous voulez, d'accord. Mais ce qui est important, il faut lui mettre une valeur. Bien sûr, par la suite, on va voir pourquoi. Ceci, normalement, permet de, de voir l'évolution de votre modèle. Parce que pour l'évolution de modèle, parce que pour, bien sûr, pour les modèles, il faut les évaluer. Mais pour regarder leur progression, à ce que mon code, il met en place un bon modèle ou pas, donc il faut toujours se baser sur le même dataset. Sinon, si à chaque fois j'utilise un dataset différent, je ne vais pas pouvoir suivre la progression de modèle. Ça, on va le voir par la suite, bien sûr, pardon.